Python présente 4 types de données simples, qui sont des données de base qu'on appelle built-in, qui sont créées directement en Python. Elles sont dites simples ou scalaires ou atomiques, car elles permettent de stocker une seule donnée par variable, contrairement à ce qu'on appelle des données containers, par exemple des listes. Il y a 4 types de données, les booléens qui ont 2 états seulement, vrai ou false. On a vu précédemment ce système binaire de 0 et de 1, ça s'apparente à ça. Ça permet directement de manipuler des expressions booléennes. On a les entiers, les nombres entiers, que ce soit positifs ou négatifs, qui ont une précision illimitée depuis qu'on utilise Python 3. On a aussi également, si on veut utiliser des décimales, les nombres flottants ou réels flottants, positifs ou négatifs, avec une double précision, donc en 64 bits. On a également les nombres complexes, aussi en représentation flottante, qui permettent de manipuler des nombres complexes tout simplement. Donc ces 4 types simples, on n'en a pas énormément des types en Python, tout simplement parce qu'on veut simplifier les choses. Donc toutes les variables de type numérique ou logique vont être stockées dans un de ces types-là, et souvent on va avoir des types de données qui vont découler de ces 4 types simples. Évidemment, lorsqu'on écrit en Python, on n'a pas nécessairement besoin d'écrire, comme je vous l'ai montré, de quel type est une variable. Et en fait, c'est parce que Python a une caractéristique très importante, c'est que c'est un langage à typage dynamique fort. Alors qu'est-ce que ça veut dire un langage à typage dynamique fort? Mais dynamique, pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de déclarer explicitement les types de variables utilisées. Le type d'une variable peut changer en cours de route en fonction de son utilisation, et Python va décider quel est le type le plus approprié d'une variable à un moment donné dans le programme, dépendamment du type de l'objet référencé par la variable. Typiquement, si le programme, l'interpréteur Python, a toujours à mettre en perspective avec les langages compilés versus les langages interprétés, typiquement si on a x est égal à 4, 4 est un nombre entier, donc Python va attribuer le type entier à notre variable x. Si par contre on définit une variable y étant égale à 7.0, même si on a un nombre qui est un 0, c'est pas un nombre 7.5 par exemple, mais c'est 7.0, qu'importe, on sait que c'est un nombre décimal et donc l'interpréteur Python va attribuer le type float, donc un nombre réel flottant à y. Lorsqu'on veut les afficher, il va directement les afficher de la manière dont on l'a défini à la base. Si par exemple j'écris x, y est égal à 4 et 7.0, que je les affiche, ces deux variables-là, mais je vais me retrouver avec mes deux types de variables qui sont 4 et 7.0. Si je veux assembler deux types de variables, en créer une nouvelle, donc dire x plus y et le résultat assigné à la variable z, une nouvelle variable, et que j'affiche cette variable-ci, Python va lui-même décider quel est le type le plus approprié pour la variable 7. Ce qu'on va voir, c'est que c'est un nombre en décimale, parce que on s'attend à ce que lorsqu'on additionne un nombre réel un nombre entier avec un nombre réel flottant, on va probablement avoir quelque chose qui est en représentation flottante. Pour pouvoir afficher le type, je peux tout simplement utiliser la fonction type. Donc là, je vais faire un type, le print de type de A, et je vais voir quel est le type de notre variable, et on voit que x, et on va voir que c'est un type entier. Si je change la variable et que je mets y, je vois que le type est flottant. Alors ne vous inquiétez pas de ce mot-clé classe, ça représente tout simplement le type de données qui est défini dans notre programme. Donc, dernier point, le for, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que l'interpréteur Python est capable de détecter les erreurs de type. Donc c'est un concept qui est aussi important parce que lorsqu'on veut assembler des variables qui ont des types différents, par exemple une variable entière avec une chaîne de caractères, on n'est pas nécessairement conscient de la façon dont il va les assembler. Et donc l'interpréteur Python est capable de détecter des erreurs de type et de savoir qu'un entier n'est pas joignable, ne s'additionne pas à une chaîne de caractères, et il va vous le dire. Contrairement à certains autres langages qu'on appelle des langages faiblement typés, comme le PHP, qui va retourner une certaine valeur sans vous renvoyer d'erreur. Donc le Python, qui est un langage dynamique, un typage dynamique fort, nous permet d'assigner directement des variables sans nécessairement avoir besoin de spécifier le type, et en plus Python est capable de détecter si on fait des erreurs par rapport au type, il va nous fournir des erreurs de type.
Un petit exemple par rapport à la manipulation des nombres, si on reprend notre programme ici, avec trois variables a, b, c qui sont définies étant égales à 1 chacune avec une affectation multiple, et qu'on fait une boucle ici avec une variable c qui va jusqu'à 50, tout simplement avec 50 itérations, et qu'on affiche nos variables ici avec une certaine nomenclature, c'est 2 points, on met la valeur de b, et ensuite on affiche le type de b juste pour voir ce qu'il se passe, et on va manipuler un petit peu ces variables en disant a, b et c, on va les manipuler en disant la variable a, on va stocker la valeur de b dedans à cette itération, ensuite on va aussi changer la valeur de b, on va lui donner la valeur de a plus b, et on va aussi changer la valeur de c en disant tout simplement on l'incrémente de 1. Si j'affiche le résultat de ce programme et que je remonte un peu, on a 50 itérations, on va voir que notre première valeur c'est le 1 du C, notre deuxième valeur c'est le B, et ensuite on a le type B est un entier. Au plus on avance, au plus on voit que B augmente, jusqu'à des nombres qui peuvent être très très grands, et c'est ce dont je vous parlais. On peut aller aussi loin qu'on veut avec des entiers. D'ailleurs, si j'augmente un petit peu cette grandeur, je change les manipulations qu'on veut faire, je prends a égale 3, b égale 2, c égale 1, et qu'au lieu d'une addition, je fais une multiplication, je vais monter beaucoup plus haut dans les valeurs de chiffres qu'on a pour b, et on se rend compte qu'au bout de la 14e itération, ici on le voit, c'est toujours un entier, notre valeur de b, mais on a des chiffres qui sont énorme. On a plusieurs milliards de milliards de milliards de milliards de milliards. On a des chiffres avec une précision illimitée. Par contre, si on commence à mettre des valeurs qui sont en nombre flottant, parce qu'on veut des décimales, donc on va mettre par exemple 1.0, 2.0, qu'on fait un tout petit peu plus d'itération et qu'à la place d'une multiplication, on peut laisser la multiplication. Ce qu'on va voir, c'est que on va avoir les mêmes chiffres jusqu'à l'itération 14, on a changé un petit peu les valeurs, des chiffres extrêmement grands, l'itération 16 avec 1.3 x 10 exposant 297, et lorsqu'on arrive à l'itération 17, on se retrouve avec la valeur infinie, tout simplement parce qu'on a dépassé les capacités de l'ordinateur pour des valeurs de type réel flottant. Mais on a une capacité d'avoir évidemment des nombres décimales avec cette représentation-là. On a toute une série de manipulations qu'on peut faire avec Python et les différents types de données. On peut faire de la conversion entre les nombres flottants et les nombres entiers avec la fonction int. On peut faire l'inverse avec la fonction float en prenant un entier et en utilisant la fonction float pour le stocker dans une nouvelle variable et convertir les données. Évidemment, attention à la conversion parce qu'on peut avoir une troncature des données. Si on passe d'un nombre décimal en entier, on va perdre ce qui arrive après la virgule. Et d'ailleurs, si on veut faire exactement cet arrondi-là, on a une fonction spécifique round qui nous permet de passer un nombre flottant et de convertir en un entier, ou bien de garder un nombre flottant avec un certain nombre de nombres après la virgule. On peut aussi changer de base, et je vous invite à regarder la représentation des données. On a aussi d'autres fonctions pour calculer par exemple la valeur absolue d'un entier ou d'un nombre flottant. Je vous invite à regarder ces quelques lignes de code qui permettent de manipuler des données booléennes, des entiers, d'autres encodages de caractères, faire de la conversion et aussi des arrondis et de la manipulation de nombres complexes. Un dernier petit point, une petite parenthèse d'un concept qu'on va approfondir au chapitre 6, le concept de type d'objet, de type de données mutable versus immutable. Alors brièvement, c'est important. Lorsqu'un objet est immutable, ça veut dire qu'on ne peut pas le modifier. Typiquement, les objets qu'on manipule ici, les entiers, les flottants, les nombres complexes, les booléens, ce sont des types de données qui ne peuvent être modifiés. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on attribue une variable a égale 1, et qu'on change cette variable en disant a égale 2 ou 3, et bien en fait, on détruit la variable a et on en recrée une nouvelle avec la variable de 3. Si par exemple, je fais ensuite a plus égale 5, je me dirais que j'additionne tout simplement la valeur 5 à ma variable, mais en fait non, comme c'est un objet qui est immutable, on a tout simplement recréé une nouvelle variable a avec une valeur, l'ancienne valeur de a, qui est additionnée de 5.
C'est pas très important de savoir ça à ce point-ci pour les données de type simple, comme les entiers, les nombres flottants, etc. Mais c'est important, ce sera important de le comprendre pour les types de données qui sont mutables, comme les listes, etc., qu'on verra un petit peu plus loin.